Bonjour Sophia, Bonjour, bienvenue comme à la maison. merci. On est chez vous, mais c'est finalement un peu une partie de la maison, 2050 Now la maison. Donc merci de partager ce moment avec nous, ce moment de conversation qui aide à la fois tous les membres de 2050 Now la maison, mais même plus loin, à se projeter en 2050 sur la place de l'humain. Donc est-ce qu'on pourrait déjà revenir sur votre parcours de DRH et puis que vous preniez le temps un petit peu de vous présenter? Très bien. Bah, écoutez, alors moi je suis franco-marocaine. J'ai démarré dans le groupe, il y avait 3 000 personnes en 85. On est 180 000 aujourd'hui, hein, avec 63 pays, donc c'est plus le même groupe. J'y ai fait plusieurs métiers, pas que de la DRH, hein. J'ai été en contact avec les entreprises, j'ai dirigé un centre d'affaires. J'ai été une première fois en DRH au moment de la fusion BNP Paribas entre 2000 et 2009. Et là, j'ai créé la diversité en 2004. Et puis ensuite, je suis revenue voir les clients, mais plutôt dans la banque privée. J'ai dirigé le métier au niveau mondial et je suis DRH du groupe BNP Paribas depuis 2020. Et pourquoi avoir choisi ce métier des ressources humaines? Alors je pense que dans tous mes passages, ma carrière, j'ai beaucoup apprécié l'humain parce que je pense qu'en fait, nous ne sommes qu'une somme de compétences, hein, et plus elle est diverse, plus on sait répondre aux clients. Et donc pour moi, c'était important de dire comment on pouvait encore davantage développer ce capital humain. Et d'ailleurs, quand on a fait Unexpected Jobs il y a 2 ans, hein, c'était une campagne un peu décalée, je me suis présentée comme Human Capital Catalyst. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est comment on catalyse toutes ces compétences, ces diversités pour les développer et rendre encore plus de services à nos clients. Donc vous, en tant que catalyseur, on va dire, de compétences d'humains, vous investissez beaucoup, sur cet humain. La place, hein, est très importante dans l'entreprise. Mais vous, en tant que DRH, comment vous renouvelez vos compétences? Comment vous investissez vous-même, sur vous-même? Alors en fait, par plusieurs façons. Je vais voir beaucoup les collaborateurs, hein, sur place, donc j'assiste à pas mal d'événements, mais aussi je vais visiter des pays. J'étais 3 jours en Pologne cette semaine, parce que je pense qu'aller au contact des collaborateurs et dans différentes cultures, ça amène aussi beaucoup d'interrogations, de challenges. Et puis il y a des pays qui sont plus ou moins développés sur certains sujets, donc on peut utiliser ces pratiques-là. Et puis, je passe aussi beaucoup de temps avec mes collègues, mes pairs, d'autres DRH de groupes, que ce soit en France ou aussi à l'étranger quand je vais dans d'autres pays. Donc ça aussi, ça nous alimente, ça m'alimente en tout cas sur des pratiques, hein, et ça aussi m'alimente sur des convictions par rapport à d'autres, hein, parce que ça donne des benchmarks. Et puis, je m'investis beaucoup en ce moment, notamment sur tout ce qui est IA, parce que je pense qu'un DRH, ça doit aussi se former sur des sujets nouveaux pour mieux les comprendre. Donc, j'ai passé du temps à me former académiquement. J'ai passé une journée d'immersion chez Microsoft. Je passe du temps avec des data scientists pour mieux comprendre quand on dit création de valeur en IA, ça veut dire quoi? C'est quoi l'IA, l'IA générative? Quelles sont les choses trappes? Quels sont les risques? Voilà. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être là-dessus parce que ça va nous permettre, en tant qu'RH, de comprendre finalement notre rôle qu'on aura pour nos métiers sur le sujet de l'IA et pour nous-mêmes en tant qu'RH, comment on va pouvoir l'utiliser pour améliorer encore notre service au service des collaborateurs et des managers. Aujourd'hui, donc ça c'est clair, c'est un élément qui est essentiel pour arriver aussi à se projeter, parce que les métiers vont changer. Exactement. La manière de manager aussi, j'imagine. Vous réfléchissez à ces modes managériaux, qu'on peut mettre en place ou c'est encore très, très nouveau pour vous? Alors, je pense qu'on voit déjà des modes managériaux qui bougent avec le mode hybride, hein, qui est, on va dire quand même tout ce qui est mode hybride avec des discussions virtuelles. Le digital a quand même amené des changements considérables, hein, entre ce qu'il y avait il y a 10 ans et aujourd'hui, hein. Donc ça, je pense que c'est un élément maintenant qui est complètement ancré. Je pense que demain, l'analyse qu'on peut se faire, c'est que finalement, si je prends l'IA générative, on voit bien que ça va être un super assistant, hein. Et mais ça veut dire aussi que du coup, l'humain sera encore plus important, je pense, dans la relation à l'autre, et que le manager aussi devra faire encore plus d'efforts sur ses soft skills parce que justement, comment embarquer ses équipes puisque finalement tout le monde aura quelque part la même technicité, si on peut dire, hein. Et donc comment on embarque ses équipes et comment aussi dans la relation au client, finalement, comment le collaborateur va être, je dirais, plutôt un partenaire de confiance dans cette relation avec une IA qui sera quand même plus omniprésente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et j'ai tendance à me dire que demain, il y aura certainement des gens qui se diront bah, « je suis tout virtuel »
où je suis virtuel mais je veux de l'humain, ou je suis vraiment complètement humain parce que finalement, j'ai pas envie d'être avec du virtuel parce que cette frontière-là, est-ce que je vais me sentir à l'aise quand on est, aussi proche entre le réel et le virtuel? Comment voyez-vous le monde du travail en 2050? Et c'est une excellente question. Je pense qu'il y a 2 sujets importants. Le premier, c'est que, il y a un enjeu démographique puisque la population vieillit, et je pense qu'en 2050, nous aurons au moins 4 générations qui seront dans la même entreprise en même temps. Ce qui veut dire des générations qui seront très digitales, mais même celles qui sont aujourd'hui digitales vont être dépassées par de nouveaux, et donc il va falloir qu'on traite ces 4 générations en même temps. Donc ça va être extrêmement intéressant, et le deuxième sujet, c'est que l'IA va être partout omniprésente. Donc l'IA est un super assistant, mais voilà, comment cette IA va apporter dans la relation à l'autre quelque chose de plus, et c'est là où on va voir que le comportement, le soft skills sera déterminant dans la relation à l'autre, parce que finalement tout le monde aura à peu près les mêmes types de compétences techniques par l'IA. Et puis dans la relation au client, je pense que là, l'élément important, ça va être justement de rassurer le client, de faire en sorte que le collaborateur, par rapport à une IA qui peut parfois interroger, le collaborateur sera le partenaire de confiance pour le client. Quelle place pour ce talent humain? Je pense que le talent humain aura encore plus de place qu'aujourd'hui, mais avec des compétences qui seront très axées sur 2 choses: être capable de challenger ce qui lui vient de l'IA, et être capable d'avoir des comportements, des soft skills qui seront vraiment déterminants dans la relation à l'autre, pour rassurer. Comment vous aidez, vos collaborateurs, vos talents à développer ces soft skills? Alors, je pense que là-dessus, on a bien sûr tout un tas de formations, hein, mais on dit toujours, nous, à nos collaborateurs, que la meilleure formation, c'est on the job, hein. Il n'y a rien de tel que d'être confronté à l'expérience pour justement se développer. Donc, dans notre groupe, on va faire en sorte que nos collaborateurs, ils soient curieux, ils aillent voir d'autres métiers, parce que c'est aussi en étant challengés dans d'autres environnements, d'autres fonctions, qu'on peut justement je dirais, se mettre en valeur pour des choses qui nous concernent nous, avant d'apprendre la technique. La technique, ça s'apprend toujours. L'important, c'est ensuite comment on est dans la relation à l'autre. Et est-ce que vous les poussez ou vous les invitez aussi à regarder ce qui se passe à l'extérieur, en dehors des métiers du groupe pour s'en inspirer? Oui, ça va dépendre des métiers, bien sûr, hein, mais je pense qu'il est important, quand on a des métiers très spécialisés, d'apporter une technicité, hein, ça c'est clé. Et puis quand on est plutôt dans le commerce, dans la relation à l'autre, il est important là aussi de les confronter avec d'autres façons de faire, pour comprendre comment nos concurrents ou d'autres benchmarks existent, pour être toujours, je dirais, euh, au-dessus du lot, hein. Comment est-ce qu'on dit toujours, on raise the bar, parce que c'est important d'être dans une exigence par rapport à ça, vis-à-vis et de nos collaborateurs et de nos clients. Si on revient aujourd'hui, à horizon, 2030, quels sont vos principaux enjeux ou objectifs? Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est d'être dans cette transition écologique et énergétique qui est très importante pour nous tous, hein, et puis dans l'IA, donc c'est comment on embarque tous nos collaborateurs, on ne laisse personne au bord de la route là-dessus. Et le deuxième enjeu, c'est tout ce qui est autour de la diversité, hein. Nous avons toujours été très diverses, parce qu'on est obligé aussi de répondre à nos clients. Nos clients sont divers, donc ces équipes de diversité sont là. J'aimerais qu'en 2050, nous n'ayons plus besoin d'équipes diversité, hein, et que ces sujets-là soient ancrés chez tout le monde, et que nous soyons toujours un safe and good place to work, hein. Safe and good place to work. Est-ce que vous pourriez, expliquer, la signification, de ce concept, chez BNP Paribas? Alors, c'est un concept qui a de vraies réalités qui sont très ancrées chez nous. On a une politique de diversité et d'inclusion très forte. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos équipes soient diverses. Donc, on travaille la mobilité dans le groupe, hein, déjà pour que ça soit divers en termes de métier, mais aussi que nous ayons une politique d'inclusion sur nos 5 piliers de diversité, hein, que sont l'ethnicité, le genre, l'orientation sexuelle, les générations et le handicap. Donc, c'est vraiment, on porte tous ces enjeux autour de nous. Et le deuxième pilier, c'est d'être certain que chacun est respecté pour qui il est. Donc, on a une politique de respect des personnes extrêmement forte, qu'on a renouvelée il y a 2 ans, avec, je dirais, une capacité pour les collaborateurs qui seraient témoins ou malheureusement victimes
d'un quelconque sujet de manque de respect à leur égard, ils peuvent faire une alerte, hein, en toute confidentialité. On traite l'alerte jusqu'à parfois prendre des sanctions fortes si jamais on s'aperçoit que c'est vraiment pas bien. Et je dirais que dans un environnement, on va dire, en ce moment en tout cas, extérieur géopolitique complexe, il est très important pour nous de rappeler ces valeurs au sein du groupe pour dire que dans le groupe, nous sommes là pour nous respecter les uns les autres et qu'en tout état de cause, nous ne pouvons pas admettre une quelconque discrimination ou xénophobie ou antisémitisme au sein du groupe. Et si vous aviez donc aujourd'hui un conseil que vous voudriez adresser aux leaders de votre entreprise, quelles questions ils devraient se poser pour accompagner au mieux leurs talents? Moi, je pense que les leaders, ils doivent être absolument curieux. Je pense que la curiosité est clé dans un monde tel qu'on l'a aujourd'hui. Curiosité pour comprendre les choses et curiosité aussi avec un esprit de recul, un esprit de challenge, parce que justement, on voit bien avec l'IA ou même avec la transition énergétique, c'est comment on se convainc que c'est bien la bonne direction qu'il faut prendre, alors que parfois, plein d'avis divergents pourraient vous faire douter. Donc la curiosité et la prise de recul pour être certain qu'on sait embarquer les collaborateurs pour leur expliquer régulièrement le pourquoi on va dans cette direction. Le manager, alors c'est pas tous leaders, mais il y a beaucoup de managers dans l'entreprise, ils sont quand même un socle important de la transformation justement des modèles, de la transformation des métiers. Si vous aviez aussi un conseil à leur donner à ces managers, ce serait lequel? Je pense que les managers, surtout les managers de proximité, hein, c'est clé, on l'a vu pendant pour tous les moments de transformation, le manager de proximité est clé. Donc je pense que le manager de proximité, il faut aussi le rassurer et donc lui donner un certain nombre de clés pour qu'il puisse justement répondre à toutes les interrogations que ses collaborateurs vont lui poser. Chez 2050, on accompagne les entreprises dans leur transformation durable. On est un catalyseur d'écosystèmes et de connaissances qui vise à accélérer cette transformation durable des entreprises. Et on se projette souvent, et je sais que c'est un terme qui n'est pas très bien défini, qui est flou pour certains, sur qu'est-ce qu'une workforce durable. Désolée pour l'anglicisme, mais sans vous donner une définition, est-ce que vous, ça évoque quelque chose pour vous? Si oui, quoi? Comment on rend justement ce capital humain le plus durable possible dans l'organisation? Alors c'est vrai que la notion de durabilité, elle recouvre beaucoup, beaucoup de sujets, hein. Comme je disais, on peut être durable. Nous, on est dans la finance durable. Donc cette finance durable, elle est dans toute cette dimension de transition énergétique pour laquelle on doit chacun individuellement se poser un certain nombre de questions. Mais nous, en tant que banque, dans un écosystème qui est, je dirais, au carrefour de toutes les clientèles, comment on accompagne nos clients autour de ça. Donc j'ai tendance à dire que cette durabilité, je la verrai autour de ça. Et ensuite, il y a effectivement, quand on dit workforce, bien sûr, c'est tous les collaborateurs, hein. Donc une workforce durable, c'est celle qui va être, je dirais, à chaque fois à l'optimum de ce qu'il faut avoir comme compétence dans un monde qui change perpétuellement. Donc c'est comment, dans un environnement qui change perpétuellement, comment nos collaborateurs sont aussi bien en compétence sur la transition énergétique que sur l'IA, qui vont être les deux sujets qui vont être majeurs pour l'avenir. Votre slogan, il est quand même bien trouvé. C'est la banque d'un monde qui change. Voilà, et donc effectivement, donc on peut dire que BNP Paribas, au moment de sa fusion, il y a 25 ans maintenant, a eu comme logo la banque d'un monde qui change. On est toujours d'actualité. J'ai presque tendance à dire que peut-être que dans 25 ans, en 2050, ça sera toujours d'actualité. Est-ce que vous avez une philosophie au quotidien qui vous accompagne dans votre parcours et que vous voudriez partager? Alors j'ai toujours une philosophie que je partage avec mes collaborateurs, c'est il faut toujours avoir 3 pieds sur lesquels on se repose. Moi, je me suis toujours reposée à faire en sorte de m'occuper de ma famille, de mes amis et de mon job. Parce que quand on a toujours dans la vie un moment où il y a un des pieds qui est un peu plus fragile, hein, ça peut être l'un des 3, mais quand on en a 2, on reste toujours debout. Et puis après, quand la famille grandit, hein, mes enfants sont grands, j'ai remplacé le 3e pied par plus de sport. Ce que je retiens, c'est l'importance d'accompagner ces talents avec des soft skills
mais aussi des compétences, qui permettent de transformer. Vous avez parlé pas mal d'IA. Hem, Est-ce que, il y a des formations aujourd'hui qui vous interpellent particulièrement dans l'IA ou des partenaires, qui vous inspirent? Alors je pense que, bah, on a été partenaire de NetExplo, hein, qui continue de nous apporter encore beaucoup. Alors ça a changé de nom, mais sur tous les sujets de data, on a beaucoup utilisé, hein, les formations en data parce que je pense que c'est clé, hein, ces formations en data. Aujourd'hui, nous, on est en train de revoir aussi nos formations pour, comme on l'a fait pour la Sustainability Academy chez nous, on va créer une Tech Academy dans laquelle on va être certain de donner un common knowledge à tous nos collaborateurs, ce qu'on a déjà lancé en début d'année, hein, sur, l'IA, hein. Donc pour bien comprendre les attendus de l'IA et de l'IA générative, pour que chacun, à minima, sache ce dont il s'agit. Et là, on va développer des choses un peu plus expertes pour un certain nombre de collaborateurs, pour être justement, et là, je dirais, on va regarder tous les fournisseurs, hein, sans exception, pour s'assurer qu'on a à chaque fois la meilleure formation adaptée pour chacun de nos collaborateurs.